Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Voici les principaux titres en images de ce 24 janvier 2017. Le président du Sénat présent à Elancourt hier pour une visite de terrain, un déplacement pour apporter son soutien au futur commissariat d'agglomération et aux réussites sociales et scolaires. Demain, mercredi, le musée de la ville va rouvrir ses portes après plusieurs mois de travaux. Nouvel espace pour de nouvelles expositions, visite guidée quelques heures avant l'arrivée des premiers visiteurs. Et puis, comme chaque mardi, un nouveau portrait d'une personnalité yvelinoise. Rencontre aujourd'hui avec le marquis de Breteuil. Dès ses 21 ans, il s'est battu pour conserver la bâtisse familiale que des promoteurs s'apprêtaient à transformer en un hôtel. Politique donc pour débuter et le déplacement de Gérard Larcher du côté d'Elancourt, le président du Sénat en visite dans le cadre de ses rencontres avec le territoire. Au programme hier, éducation et sécurité. Anne-Laure Langui, Nicolas Kirilovitz. Direction le commissariat d'Elancourt. Accompagné de la sénatrice des Yvelines, Sophie Primas, le président du Sénat a pu constater lui-même l'état de dégradation du bâtiment. 320 policiers y travaillent. Qu'est-ce que vous en pensez de ce commissariat? Comment vous le trouvez? L'urgence, c'est sans doute la première urgence des Yvelines, de pas simplement rénover, mais de construire un nouvel hôtel de police qui serve à l'ensemble de la circonscription. Les conditions dans lesquelles travaillent les fonctionnaires de police est, j'allais dire, inadmissible. La rénovation de ce commissariat d'agglomération est un dossier vieux de 20 ans, mais les choses semblent progresser. En décembre, Valérie Pécresse avait annoncé que la région Île-de-France financerait une partie des travaux. On est bien sûr satisfait de voir que le président du Sénat, bien sûr, aussi est sensible à cette structure. Alors en plus, on a géré, bien entendu, la sensibilité de Trappes, la Verrière, qui sont quand même des communes classées un peu sensibles. Donc mobilisation, en tout cas, générale. Le président du Sénat a poursuivi sa visite à l'école Willy Brandt d'Elancourt. Dans cette classe, tous les enfants dégainent fièrement leur tablette. Le numérique est au cœur de la pédagogie. On est ici dans une école qui prépare le futur. Il y a les enfants, on vient de l'entendre, qui vont assez facilement seuls, et ceux qui ont besoin d'un soutien, et le numérique semble y apporter. La journée s'est enfin achevée par une rencontre avec les élus de la ville où ont été abordés d'autres sujets comme le logement. Dans l'actualité locale également, demain, mercredi 25 janvier, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, basé sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, va rouvrir ses portes. Après un déménagement et 18 mois de travaux, le musée accueillera à nouveau les visiteurs. Les espaces sont plus grands, plus lumineux. Nous l'avons visité lors des tout derniers préparatifs. Mélanie Poquet. L'entrée sous les escaliers, c'est terminé. Le musée de la ville a intégré ses nouveaux locaux à 2 pas. Nous voici dans le nouveau musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Alors vous dites nouveau, pourquoi? Alors nouveau parce que c'est un nouveau lieu d'abord. On emménage dans le bâtiment qui abrite la médiathèque du Canal. C'est aussi un nouvel aménagement intérieur avec des espaces et des contenus complètement repensés. Plus de 280 mètres carrés, 3 espaces pour quelques-uns des 6000 objets de la collection. Des espaces plus lumineux et plus accessibles à tous. Le nouveau musée est de plein pied. Il y avait besoin de doubler cet espace parce que celui du musée était devenu vraiment très restreint dans l'ancien musée. Ça fait plaisir de voir 1 an et demi de travail, de travaux aussi qui aboutissent et qui aboutissent à vraiment quelque chose de concret. On a hâte que les visiteurs reviennent et rendent sa vie au musée. Surface plus grande dit aussi exposition repensée. La permanente qui retrace l'histoire de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines voie plus large, de la préhistoire à nos jours. S'il est de niveau intercommunal, c'est qu'en fait, il retrace bien toute l'histoire de la ville. Et en plus, il porte le label Art et Histoire. Et en fait, on s'aperçoit, et vous l'avez vu au début de l'exposition, que en fait, les villages avaient une origine historique importante. Et c'est bien de rappeler tout ça. Et en même temps, on montre toute l'évolution. Puis comme ça, on tient compte aussi un petit peu de l'évolution du territoire, puisqu'on vient d'intégrer 5 nouvelles villes. Une exposition temporaire est proposée en parallèle, une chaque année. Le musée a tiré avant sa fermeture environ 10 000 visiteurs par an. Dès le 25 janvier, les 8 membres de l'équipe seront prêts à les accueillir de nouveau. Direction Guyancourt à présent, où samedi dernier a été organisé le premier forum de la météo et climat à destination du grand public. Ateliers, expériences, rencontres, journées rythmées par des spécialistes, comme a pu le constater sur place Nicolas Dandry, accompagné de Camille Lambert.
Effet de serre, réchauffement climatique, courant marin, des notions pas toujours évidentes à expliquer aux plus jeunes. À Guyancourt, un forum de la météo et du climat a été proposé au public le 21 janvier, un moyen ludique d'aborder des thématiques importantes. Les intervenants avec lesquels on travaille ils sont issus de l'association Les Savants Fous. Donc ça fait quelques années qu'on travaille avec eux et c'est des animateurs scientifiques qui sont formés pour intervenir auprès du public, du jeune public. C'est un outil de sensibilisation, c'est de l'information. Et sous la direction du professeur Bidibule, les curieux deviennent apprentis savants. Alors ils ont commencé une petite expérience pour comprendre que la biomasse dégage du CO2 dans l'atmosphère avec des levures, du sucre, de l'eau chaude et en dégageant le CO2 ça fait gonfler un ballon. Là ils sont en train de faire des tornades donc on voit un petit peu comment fonctionne le phénomène de la tornade. Entre l'eau douce et l'eau de mer, l'eau douce elle était plus légère et aussi qu'avec du CO2 on pouvait faire gonfler un ballon. On a fait des expériences avec une bouteille où il y avait de l'eau dedans et du colorant. Et ensuite, on a retourné la bouteille et on avait vu que ça faisait une tornade. J'ai appris de nouvelles choses et ça m'a bien plu. Les 60 enfants inscrits aux ateliers ont pu repartir avec leurs expériences pour les réaliser en famille. En partenariat avec le secteur développement durable et Météo France, ce forum aura réuni plus d'une centaine de personnes. Nous poursuivons notre semaine à la découverte des métiers rares. Aujourd'hui, nous poussons les portes d'un atelier de dorure à Versailles, une pratique artisanale qui n'a pas pris une ride. Reportage Camille Lambert et Nicolas Dandry. De fines feuilles d'or très fragiles comme matériaux de production. Marlène Voisin est artisan doreur, elle travaille sur un cadre ancien. Après l'avoir redimensionné, elle peut commencer à le dorer. Donc on utilise le souffle, le couteau et des petits pinceaux. Là, vous avez la palette qui est en poil de martre et puis des petits pinceaux en petit gris qui vont servir à appuyer la feuille d'or. Ça, c'est que de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça une dorure à la détrempe parce que notre support, lui, qu'on a appliqué, est à base de colle. Donc quand on vient l'humidifier, ça ravive la colle. C'est de la colle de peau de lapin. Et du coup, quand ça sèche, ça tient. Arrivé en 2008 à Versailles pour ouvrir son atelier, l'artisan a la dorure dans la main depuis son adolescence. J'ai commencé, j'avais 15 ans quand je me suis mis à m'orienter là-dedans. Donc c'est un apprentissage qui dure sur 3 ans. On a le CAP de dorure. Le plus dur, c'est d'arriver à trouver un formateur, en fait, quelqu'un qui veuille bien nous former, parce qu'on n'est pas nombreux. Avec un chiffre d'affaires de 55 000 €, Marlène s'appuie sur des clients connaisseurs. Autre facteur faisant la rareté de ce métier, les prix élevés. Les clients sont assez fidèles. Puis c'est des métiers, on n'est pas nombreux, donc en fait c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Après on travaille aussi pour des musées, des hôtels particuliers, des professionnels aussi. Donc dans l'ensemble, je pense qu'on va être 150, 200 à peu près, à tourner sur plusieurs années. Pour obtenir une dorure de qualité, toutes les étapes sont importantes. Cadre, miroir ou boiserie, Marlène travaille plusieurs objets datant du XVIe au XXe siècle. Sa restauration la plus marquante, une table de gibier d'époque Louis XIV. Les gens viennent avec leur cadre ou leur glace et on repositionne de la feuille d'or dedans. C'est un métier qui n'a pas changé au niveau des techniques par rapport au XVIIe, XVIIIe siècle. On utilise les mêmes techniques, les mêmes produits. Tout est artisanal en fait. Pour ce cadre sculpté en bois du XVIIIe siècle, l'artisan démontre sa polyvalence, essentielle dans l'exercice de son activité. On vient faire tout un travail de ponçage et de reparure avec les petits fers pour redonner toutes les nervures de la sculpture. Malgré sa rareté, la dorure perdure à travers les siècles et les techniques avec, notamment grâce à la transmission du savoir-faire. Comme chaque mardi, nous vous proposons un nouveau portrait d'un Yvelinois, d'une Yvelinoise emblématique. Aujourd'hui, rencontre avec le marquis Henri-François de Breteuil qui s'occupe encore aujourd'hui de cette propriété qui est devenue l'un des lieux les plus touristiques des Yvelines. Parmi ces portraits de famille, on a des ministres de la famille. Il y a eu 3 ministres sous les Bourbons. Louis de Breteuil qui est derrière vous, qui est donc ministre des Finances de Louis XIV.
Son passé et sa vie semblent tout droit sortis d'un livre d'histoire. Henri-François de Breteuil, né en décembre 1943 à Paris, est le 10e marquis de sa famille. Après avoir passé sa jeunesse dans la ville lumière, elle décide en 1967 de s'installer dans ce château de famille, construit à Choiseul dans les Yvelines au XVIIe siècle sous le règne d'Henri IV. La structure était à l'abandon depuis 1945 et avait failli tomber aux mains des promoteurs pendant cette période. Moi, j'adorais ce château depuis que je suis tout petit. La première fois que je suis venu ici, je crois que j'avais 5 ans, et je m'en souviens encore, avec le cuisinier du château, qui avait connu le roi Édouard VII, les grandes manifestations, etc. Et j'estimais que c'était mon droit et l'amour que j'avais pour ce lieu qui devait m'amener à le conserver. Pour préserver les lieux, Henri-François de Breteuil a démarré dès la fin des années 60 une vaste opération de restauration. En parallèle, le marquis décide d'ouvrir ses portes au public en 1969 avec 5000 visiteurs dès sa première année. Pour leur raconter l'histoire de ses ancêtres, le propriétaire décide de recréer les grands moments historiques de sa famille grâce à des personnages de cirque créés par le musée Grévin. Nous nous retrouvons en 1881 en compagnie de mon grand-père, Henri, le 8e marquis de Breteuil, du roi Édouard VII au milieu, qui est en fait prince de Galles à l'époque, qui sera roi un peu plus tard, et de Gambetta. Et les 3 personnages s'entendent pour se dire qu'il faut maintenant rapprocher la France et l'Angleterre en vue de ce que l'on appellera plus tard l'entente cordiale. Le marquis décide également de se lancer dans les années 70 dans les célèbres contes de Perrault pour rendre hommage à son ancêtre Louis de Breteuil, ministre des Finances sous Louis XIV, et qui avait eu Charles Perrault comme collaborateur. Aujourd'hui, 8 scènes sont représentées. C'est beaucoup plus gai d'introduire des personnages des contes que des personnages de la vie du château d'autrefois. Et c'est ça l'idée qu'on a eue en introduisant le Chaboté, Cendrillon et d'autres. Et ça nous a porté chance, parce que c'est vrai que dans l'esprit du public, le château est beaucoup devenu le château des contes. Aujourd'hui encore, des jardiniers, des ouvriers, des équipes d'entretien travaillent quotidiennement dans la structure pour restaurer et moderniser le château. Bien sûr qu'il y a tout souvent des travaux à faire et notre rôle est de choisir les couleurs, de restaurer les meubles, de restaurer les tableaux. Cette pièce a été restaurée l'an dernier, par exemple, entièrement, avec ce beau bleu. On est un peu chef de chantier, comme vous le dites, parce qu'il y a tout le temps des travaux à faire. Un travail qui paye. Aujourd'hui, le château est visité par près de 125 000 personnes tous les ans. L'histoire n'est pas encore terminée. Les dernières cérémonies de vœux se déroulent en ce moment pour les élus. Hier, c'était au tour de Michel Laugier, le maire de Montigny, le Bretonneux, le tout devant un invité de Marc Robert Marchand. Vous vous en souvenez, il a battu le record sur piste au Vélodrome et il a fait le déplacement pour recevoir la médaille de la ville depuis la ferme du Manet. Le maire a rappelé l'ouverture au cours de l'année de la maison de retraite dans le parc du Château de la Coudre. Il a insisté sur le logement également et puis une annonce qui a également ravi l'Assemblée. Le centre commercial SkyWest va connaître une deuxième vie. Un nouveau projet de réaménagement a été validé. Tous les détails dans notre édition du 7-8. Les invités de demain, mercredi. Et puis, toujours dans le cadre des cérémonies de vœux, le maire de Coignères, Jean-Pierre Sevestre, a lui présenté ses vœux en fin de semaine dernière, devant notamment le président du Sénat, Gérard Larcher. Il a évoqué la mise en place du plan local d'urbanisme. Écoutez-le. C'est une année charnière pour nous, car il faut prendre les grandes décisions pour ce qui concerne Coignères 2030-2035. Et je pense que pour le mandat, c'est quelque chose de très très important, mais pour Coignères, c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, effectivement, nous devons avoir une transformation, effectivement. Nous avons bien sûr des secteurs commerciaux qui sont importants, mais nous avons aussi un besoin, si vous voulez, de modifier ces secteurs commerciaux, de les rendre plus modernes, mais également de créer une mixité. Et nous refermons cette édition du journal de la rédaction. Replay disponible sur notre site internet et également sur notre application mobile. Très belle soirée.